Et bonjour, amis de la poésie et sa musique. Un petit soleil voilé cet après-midi, enfin depuis ce matin même. De même que ma voix est voilée également. Et Tilou, lui par contre, il n'a pas la voix voilée. Allez, viens. Là. Et moi, monsieur s'est installé sur moi. Vous êtes prêts, chers auditeurs? Cette émission sera celle de l'amitié. L'amitié consacrée à l'amour, à vous dédié. Car comment faire autrement tandis que nous en sommes porteurs, nous, les collecteurs de petits bonheurs à partager. Je crois que c'est le rôle d'un poète, en fin de compte, que de faire la cueillette de ces petits riens du quotidien qui font du bien et de les distribuer après les avoir rassemblés en bouquets. L'amour, ce mot qui dure éternellement, qui n'a rien de vain, employé le plus souvent d'hier à demain et aujourd'hui. Peu importe le refrain, le parler, l'offrir, peu importe la latitude et la longitude sur laquelle nous irons voguer. Avec un seul mot à la bouche, assis, debout, en prière, ou sur une couche. Aimer. L'amour velours, celui qui vous fait la cour. L'amour divin, celui qui nous tient par la main. L'amour sacré que l'on entonne dans les prés. L'amour, celui qui, d'un horizon à l'autre, est fait de bons apôtres. Enfin, apôtre, devenu aujourd'hui celui qui se permet sans jamais être dénigré, de respectueusement porter la bonne parole. Des bancs de l'école, à l'être adulte que nous sommes devenus. Lui qui caracole sans se prendre aucunement la tête en ne négligeant pas d'être un rien, poète ou musicien, ou encore interprète d'un amour qui ira loin. Je crois, moi, à la poésie et son aura, celle d'un amour chapelet, celle d'un amour chanson, celle d'un amour musique et danser une ou un partenaire à soi bien agrippé sur les pas d'une samba, d'un tango argentin ou celui plus déhanché d'un slow enamouré. Tandis que l'âme et son amour conviennent et vont se rassembler pour un jour ou pour toujours, qui sait, convoler. Non, pas le moins du monde ignorer le verbe aimer, à condition qu'il ne soit pas employé en vain, qu'il demeure en nos cœurs. Qui n'a pas rêvé un jour d'être aimé, ou mieux encore aimé, car quoi de plus important que d'aimer et ne plus s'en passer, au milieu de la foule et de son brouhaha, bercé par la houle, ou serrés l'un contre l'autre, afin d'oublier les frimas, et se laisser porter par l'enchantement, la poésie qui se pose et dépose son aura sur vous, s'expose, dispose, et nous revigore pour de belles journées encore. Que ferions-nous sans la poésie? Et pourtant, peu savent la reconnaître, tirer d'elle tous les fruits qu'elle nous offre de goûter, de savourer, de partager afin de croître plus que jamais vigoureux et serein dans ce monde où, hélas, règne trop souvent haine et vulgarité, discrimination, violence et autres manigances que l'homme, dans sa folie, entraîne avec lui. Hélas, trop souvent, mais aussi sur autrui. J'ai parfois envie de hurler, mais qui dans ce tumulte m'entendra? Alors, plutôt que crier mon désarroi, je poétise et poésique à tout va. Elle est là, la vraie vie, celle que j'ai choisie et qui me correspond, celle de la vie en poésie et qui est ma passion. Oh,
Je ne suis guère la seule à goûter à ce privilège. Nous sommes nombreux dans ce cas à aimer les mots douceurs qui nous donnent tant de joie, nous enchantent, nous transmettant ne serait-ce qu'un infime moment de bonheur. Je suis bien aise de dire tout cela aujourd'hui car j'ai en face de moi une poète et nous ne serons pas trop de deux pour vous convaincre, du moins je l'espère, des bienfaits que la poésie est nécessaire à bien des effets qui n'ont rien de secondaire. N'est-ce pas, Sophie? En effet, Samy. Bonjour. Bonjour, Samy, et bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Et comment? Moi aussi, je suis très heureuse que tu sois là en face de moi. Bon, on est séparés par une vitre, mais tout à l'heure, on était l'une contre l'autre, pratiquement. Oui. Et ça va faire jaser, moi j'aime bien faire jaser un peu. Il y a quelque temps que je ne t'avais reçu dans les studios de RPO, Sophie, pour cette émission. Et oui, pourtant, Dieu sait si je suis fidèle à RPO. Je sais, en effet. Et donc, vraiment, vraiment heureuse de t'avoir à nouveau ici, parce que bon, d'autant que le soleil est entré dans ta vie depuis. Et je ne te demande pas si tu es toujours aussi amoureuse de la poésie. J'imagine que oui. Mais bien sûr, et toute la vie est poésie. Et juste une petite question avant de nous laisser aller toutes deux à poétiser, Sophie. Crois-tu la poésie utile de nos jours et que te procure le fait d'écrire celle-ci? En vérité, qu'est-ce qui t'inspire? Quels sont les instants? Je te balance des questions comme ça, une après l'autre. Oui, je sais, tu me balances beaucoup de choses, il va falloir que je me débrouille. Tu es habitué maintenant. Qu'est-ce Oui. qui t'inspire? Quels sont les instants qui te procurent ce besoin essentiel de tout laisser pour rédiger de la poésie? Enfin, moi, c'est comme ça que je pratique. Et enfin, es-tu une poète mélancolique ou ensoleillée, comme ton nom l'indique, ou les deux à la fois? Le micro est à toi. Alors, Juste pour il y te a beaucoup rappeler de quand questions. même. Hein. Oui, ben oui, c'est ce que je t'avertis. Hein. Oui. Juste pour te rappeler que tu es venu en 2014, 2015, 2016, 2017. Et qu'enfin, t'as raté une année quand même, 2018. Mais c'est parce qu'il y avait une jolie raison à ça. Exactement. Alors, on commence par la jolie raison à ça. Voilà. Voilà, parce qu'en fait, la poésie peut apparaître sous toutes ses formes. Et justement, j'avais de très belles formes cette année-là, puisque j'étais en train de créer mon plus beau poème, qui s'appelle Loïse. Loïse. Oui, alors Loïse qui est l'anagramme de soleil, je m'en suis rendu compte après coup, comme quoi il n'y a pas de hasard, parce que j'avais choisi ce prénom. Parce que ma grand-mère m'avait donné un livre manuscrit de son père, Pierre de Moulin, qui avait été écrit en 1910 et qui s'intitulait Les 16 ans de Loïse. Donc, c'était un très beau poème manuscrit, une forme de pièce de théâtre. C'était très romantique à l'époque, mais alors écrit à l'encre. Et quand j'ai vu ce prénom, je me suis dit un jour, j'aurai une fille et elle s'appellera Loïse. Et voilà, Loïse est arrivée. Un plus beau poème, avec ses petits cris, avec ses chants de vie, avec avec sa passion pour toutes ses découvertes, pour tout ce qu'il y a à vivre. Voilà, un tempérament que j'aime beaucoup. Un petit peu plus tard, elle viendra, je l'espère, avec toi, dans ce studio. J'aurais aimé qu'elle soit là aujourd'hui, mais bon, c'est vrai, tu as raison. Je sais, tu voulais qu'elle parle dans le micro, qu'elle chante, et elle l'aurait fait, et elle le fera, je pense. Mais c'est vrai que comme tu as raison de dire qu'à 10 mois, quand même, elle peut-être que ça aurait pas été trop sa place. Elle a besoin de gigoter aussi, cette gamine. C'est ça, elle a besoin d'énergie maintenant qu'elle a découvert. On aurait été obligé d'amener les micros derrière elle, de courir derrière elle. Exactement, je pense que tout le monde aurait eu les oreilles qui grincent. Alors ça aurait été sa poésie à elle. Ça aurait mis de l'ambiance. Voilà, mais un petit peu surréaliste, je pense. Voilà, mais elle aurait eu besoin de bouger. Elle connaît maintenant les limites, enfin, elle dépasse les limites de son corps, donc on le sait. Et ce sera pour une prochaine fois. Oui, et puis tu m'as averti d'une chose, c'est qu'avec le Tilou, elle aurait peut-être dépassé les limites du corps de Tilou aussi. Exactement. Je crois que Tilou n'aurait plus eu d'oreille ou quelque chose dans ce genre. Oui, vaut mieux, ouais. Alors tu m'as et en même temps, excuse-moi Sophie, en même temps tu es venue avec un bouquin. Enfin, oui, je suis venue pour présenter. C'est respectueux dans ma bouche. Avec un livre, on m'a reproché un jour de dire bouquin. Et une de mes invitées, bon alors c'est vrai que c'est un livre, un beau livre du reste, qui est intitulé
Apocalypse intime. Apocalypse au pluriel. Oui, alors, en fait, effectivement, je voulais présenter mon nouveau livre qui est sorti juste avant quand même la naissance de ma fille, mais voilà, j'ai vécu beaucoup de choses, donc je viens un peu tardivement, mais ce n'est jamais trop tard. Et alors, je vais quand même répondre à tes premières questions sur la poésie, et c'est important parce que c'est ce qui nous permet d'être là ensemble aujourd'hui et souvent. Et la poésie, c'est vraiment justement, c'est la création, c'est ce qui me fait sentir vivante. C'est pour ça qu'on peut laisser tout de côté pour vivre cette poésie. Mais cette poésie n'est pas que dans l'écriture. Elle est dans notre façon de vivre, de sentir, d'aimer, de dire non aussi parfois. Et de dire merde aussi parfois. Oui, tout à fait. C'est pas seulement le chant des oiseaux, hein, c'est aussi les cris de colère. La poésie, c'est la recherche du juste. Hein. C'est l'émerveillement du monde qui se révèle à nous. C'est le langage qui nous permet de dire l'indicible. C'est la plus belle vérité, la poésie. Et c'est l'inspiration dans la vie. C'est aussi la lumière d'un sourire que l'on veut retenir pour toujours. Quand je vois le sourire des personnes que j'aime, je voudrais le retenir avec des mots. Mais comment les mots peuvent dire cette lumière-là? Donc, je vois que tu as un joli sourire, Samy. Voilà, et c'est aussi parfois ce qui nous permet de rendre la vie supportable. Et c'est aussi pour moi la poésie, ça c'est très important, c'est le possible. Parce qu'avec la poésie, on peut dépasser les limites de la réalité. C'est très important. Ouais. Et alors donc tu me demandais si j'étais moi je retiens tes questions, pourtant je n'ai pas beaucoup dormi, si j'étais plutôt mélancolique ou ensoleillée. Il faut dire que c'est un peu de ma faute parce que j'ai été un peu patraque là tous ces derniers temps. Voilà, donc, oui, je sais. Donc jusqu'au dernier moment, sachez que c'est l'improvisation. On n'a rien préparé. Voilà, et en plus la lune s'en est mêlée parce que non. Mais oui, mais ce n'est pas grave parce que le soleil est quand même là. Tu vois qu'il est de retour. Alors, justement, il n'y a pas de lumière sans ombre. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que j'écris des textes tristes, alors que cette mélancolie est sublimée par l'écriture. C'est là que le soleil réside justement, dans cette jubilation de l'écriture. Alors effectivement, on a besoin souvent d'écrire des choses tristes pour s'en libérer. Donc justement, le fait d'écrire des choses tristes garantit une vie heureuse. Donc je me sens plutôt ensoleillée parce que même écrire la souffrance, c'est lui permettre de donner un sens. Et la musique d'un cri, et c'est important, le cri devient musique, la souffrance devient du sens parce que finalement, on apprend beaucoup de nos échecs qui sont essentiels. Donc, je me vois plutôt du côté solaire, malgré les taches d'encre noire de l'écriture. Soleil et sagesse, oui. Sophie, c'est sagesse, oui. Et soleil et lumière. Oui. Et tout se rejoint. Et puis le jeu des sonorités aussi. Hein. Bien sûr. Voilà, et cela veut-il dire que Apocalypse intime, au pluriel, je précise, que tu nous as amené ici, parle d'un certain passé? Alors c'est une très bonne question. Alors, Apocalypse au pluriel, comme tu dis, car il s'agit de 19 récits, et donc on peut bien mettre un pluriel. Alors, pourquoi Apocalypse? Alors, le titre m'est venu lors d'un séjour sur l'île de Patmos avec mon ami Michel. Sur cette île se trouve la grotte où Saint Jean aurait eu les visions donnant lieu à l'écriture de l'Apocalypse. D'accord. Alors, je m'étais un petit peu renseignée parce que certains théologiens pensent que Saint Jean aurait été exilé à Patmos sous l'empereur Domitien, donc entre les années 81-96, lors d'une vague de persécution. Et il aurait écrit son livre vers l'an 95. Comme quoi, c'est un livre assez récent par rapport à d'autres parties de la Bible. Et donc, l'Apocalypse aurait été rédigé dans l'île de Patmos, avant même l'évangile de Saint Jean. Et c'est le texte le plus énigmatique et le plus difficile à interpréter. Il contient une succession de visions surnaturelles qui semblent se rapporter à la fin des temps, donc des visions catastrophiques. Mmh. Donc souvent, quand on parle d'Apocalypse, on pense tout de suite à catastrophe, fin du monde. Or, le mot Apocalypse vient du grec qui signifie action de révéler.
Et quand je me suis trouvée dans la grotte de Saint-Jean, apaisée par ce lieu sacré dont les fenêtres s'ouvraient sur une mer infiniment belle et bleue, j'ai su que je donnerais ce titre à mon recueil, Apocalypse intime. Pourquoi ? Parce que chaque récit bref est celui d'une révélation intérieure. L'être se dévoile, que ce soit dans sa part obscure ou lumineuse. Et le livre lui-même obéit à une logique interne et retrace en fait l'évolution d'une conscience au fur et à mesure des histoires. Même si ce n'est pas le même personnage dans chaque récit, on voit cette évolution de la conscience. Alors, donc il y a vraiment une progression. Par exemple, le recueil s'ouvre sur une invitation au voyage avec un texte intitulé Diego, louange à Positano. Diego, libre dans sa tête. Exactement, tu penses à Johnny Hallyday. Alors tout semble léger, heureux. Alors je vous lis oui, tu peux. Un petit passage peut-être pour l'invitation au voyage. Le village se suspend, accroché au roc de la montagne, au-dessus d'une mer bleue qui scintille au soleil. C'est un pur appel au bonheur, toute cette beauté dans l'été. Les maisons blanches laissent flotter dans la brise des bougainvilliers de fiers citrons regorgeant de soleil pendent aux arbres et aux murs. Tout respire la sensualité. Même les ouvriers qui travaillent, torse nu, dans cette chaleur, ont du feu dans les yeux et guettent un rêve aux cheveux blonds qui passerait. Elle est arrivée à l'hôtel. Manuela l'accueille comme une sœur. « Ici, c'est comme ta maison », dit-elle de son bel accent italien, en faisant rouler vers l'arrière ses longs cheveux bruns. Elle lui offre un grand verre d'eau fraîche et la buée qui se dépose sur le cristal est une promesse de frisson. Elle pose sa valise trop lourde dans sa chambre, libre et légère. Manuela l'invite à se détendre sur la terrasse. Elle se trouve alors face à une montagne abrupte, majestueuse dans le ciel bleu. Une tourterelle vient se nicher un instant dans la pierre avant de reprendre son vol. Elle s'assoit à l'ombre, elle ferme les yeux pour retenir toutes ses sensations de bonheur. Alors je vous lis juste ce début parce qu'on commence par cette sensation de bonheur, de voyage, d'évasion. Tout va bien, légèreté. Mais le récit permet d'évoquer aussi l'amour, un amour léger, qui participe malgré tout de la profondeur de l'être, parce que même nos amours passagères, nos amours légères, participent de la profondeur de notre être. Et je citerai une petite phrase de ce récit. « L'amour est un parfum qui change l'air que l'on respire. Mais qu'est-ce qui peut le retenir ?» Voilà, donc c'est le début de Apocalypse intime qui paraît léger, donc vous voyez rien de... ce n'est pas la fin du monde, au contraire, c'est le début du livre. Et les deux autres récits, c'est L'oiseau bleu s'appelle Bonheur et Le bel au bois dormant, sont des histoires d'amour également. Le premier est nostalgique et romantique, le second, à travers le genre du conte, ouvre la brèche à une réalité douloureuse. Les personnages qui s'aiment sentent leur fêlure grandir et c'est finalement la souffrance qui semble l'emporter. Pourtant, contrairement à ce que les lecteurs pourraient penser, ce n'est pas un récit pessimiste. Il est réaliste. Alors c'est un peu le paradoxe parce que j'ai choisi un conte merveilleux et il est réaliste. Et il suggère la montée de la souffrance. Mais il met en lumière, malgré toutes ces ombres, la force de vie de l'héroïne. Alors, je vais prendre un petit passage. C'est Le bel au bois dormant. C'est Le bel au bois dormant, tout à fait. Alors, par exemple, quel était le plus désespéré des deux ? Celui qui ne voulait plus croire en rien et chercherait à tout abîmer ? Ou celle qui écrivait maladroitement des mots d'amour, la douleur au ventre, les larmes aux yeux, avec le pressentiment insupportable qu'il refuserait de l'aimer. Celle qui poursuivait, malgré la peine, son chemin vers la vie, plus fort encore que sa peur et sa douleur, prête à ébranler les murs au prix d'elle-même, parce qu'elle était ainsi, parce qu'elle était. Elle était, et tout est dit. Même dans la souffrance, elle est inébranlable. Son espoir est tenace et c'est la vie qui la tient. Les échecs sont une leçon nécessaire. Toute la vie nous initie à elle-même.
Voilà, donc ça c'est pour cette première partie sur cette ouverture légère avec des histoires d'amour, mais on commence à sentir la souffrance qui s'engouffre avec tous les questionnements que cela suppose. Et dans la seconde partie, intitulée Exil, on a des récits beaucoup plus sombres. Parfum fatal, Citadelle, L'été brûlé et âme frère. Citadelle, ça me rappelle quelque chose. Oui, et quelqu'un. En effet, il y a un petit clin d'œil. Il y a un petit clin d'œil. Mais il faut le savoir, parce qu'effectivement, mes récits sont de la fiction, mais je m'inspire fortement de personnes qui existent, de lieux, de situations, voire d'œuvres d'art. Par exemple, dans Le Bel au bois dormant, je fais référence à un ballet intitulé Estro, qui avait été créé par Thierry Malandin des Ballets Biarritz. Donc, j'ai précisé que j'empruntais un petit peu à sa grâce. Voilà, donc ce sont des récits différents qui ont pour point commun de dire le mal ou l'absence, les deux étant finalement liés. C'est mon professeur de philosophie, M. Colomar, disait toujours en terminale, qu'est-ce que le mal ? C'est l'absence de bien. Cela peut expliquer plutôt le titre, donc Exil, car l'idée c'est que certains êtres sont absents pour eux-mêmes, et donc ils sont absents pour les autres. Bien sûr. Ils ne peuvent pas être pour les autres. Par ailleurs, le récit L'été brûlé raconte deux vies parallèles qui se rencontrent, dont celle d'un clandestin. Donc, d'où le mot exil. Mais on verra que l'on peut éprouver une autre forme d'exil. Alors, je ne vous en dis pas plus, parce que je vous invite bien sûr à lire. Bien sûr. Cet ouvrage, justement. qu'on peut appeler aussi ce bouquin. Tu as raison, Samy. Après, si je peux résumer un petit peu, la troisième partie, Chrysalide, est celle de la reconstruction intérieure après la souffrance. Puisque la souffrance permet, après le deuil des illusions, une véritable renaissance. Mémoire d'un grain de sable, par exemple, raconte le deuil lié à la naissance. Mais ce deuil, c'est aussi la pleine acceptation de la vie qui s'offre à soi. Je vais vous lire un petit extrait aussi. De Mémoire d'un grain de sable. Un jour, on m'a dit « Tu es né poussière et tu redeviendras poussière ». Le chagrin m'a rendu presque plus lourd, alors même que je n'étais rien. Heureusement, il y avait ce chaud rayon de soleil qui faisait exister mon minuscule éclat minéral. Ma naissance remonte à si loin que je ne m'en souviens plus. Peut-être ai-je vécu tout d'abord une vie intra-utérine dans le ventre de la mère. Elle m'a façonné de l'intérieur, dans l'obscure clarté des commencements. Nous sommes tous enfants d'une aube mystérieuse. Un jour, sans doute m'a-t-elle déposé sur le rivage, mêlée d'écume dans le flux. Et le reflux ne m'a pas ramené à elle. Qui peut dire cette solitude fondamentale de l'être qui vient au monde ? Mais l'aventure de la vie commence ici même, et nous nous offrons au premier souffle du vent qui fait notre devenir. La brise marine me fait prendre un chemin inconnu. Elle souffle sur le sable, creusant par endroits la surface de la plage, créant des monticules. Nous sommes élémentaires, et, conjugués à l'air et à l'eau, nous façonnons la terre à notre manière. Je suis devenue dune avec mes frères. J'aime me sentir courbe, et je jouis ainsi d'une vue merveilleuse sur l'océan. Voilà le début. Je peux lire. Bien sûr, Samy. Je vais te lire une ou deux phrases à la suite de ce que tu viens de dire. J'aime me sentir courbe et je jouis ainsi d'une vue merveilleuse sur l'océan. Un jour, ici, j'ai rencontré une fleur que j'ai aimée. C'était, je crois, un lys des sables, pur et sauvage. Quand j'ai senti ses racines pénétrer mes profondeurs, tandis que ses pétales blancs s'ouvraient au soleil, c'est la vie tout entière dans son éclat, à la fois lumineux et douloureux, qui m'a traversé. Je suis heureuse de t'entendre lire ce passage
tu lui donnes vie. C'est important, hein, d'avoir de beaux lecteurs, de belles lectrices. On va se faire quelques petites lectures aussi tout à l'heure, si tu veux bien. Ah, avec plaisir. Hein? Alors, je vais finir peut-être la présentation de la progression, oui, bien sûr, et ensuite, je serai très heureuse de profiter de ce moment de partage avec toi et avec vous. Hein. Bien sûr. Quelle bonne idée. Voilà, donc je vous ai lu un extrait de Mémoire d'un grain de sable. Et la 4e partie du recueil est consacrée à l'art, à travers 3 récits. Lettre pour lettre, Entre chien et loup et Abîme. Abîme que j'avais lu chez toi il y a quelques années. Ce texte était déjà né, mais il n'était pas encore dans ce recueil. Le premier texte, Lettre pour lettre, évoque l'écriture. On pouvait un petit peu s'en douter. Et on a une double narration, celle de l'écriture qui va naître et celle de la personne qui va écrire. 2 voix qui se font un peu écho. Les 2 sont très liés. Le deuxième texte montre la puissance de la peinture pour sublimer la souffrance de l'artiste. C'est un texte très, très poétique, peut-être pas évident à lire ou à comprendre, mais chacun a le droit d'interpréter comme il l'entend. Le 3e texte s'intéresse à l'art de la photographie. Dans tous les cas, il s'agit d'une quête personnelle ou spirituelle à travers l'art, d'un individu qui grandit grâce à son talent, à son génie. Enfin, la dernière partie est celle consacrée à la spiritualité. Donc on voit vraiment une évolution. À travers 5 textes, La Terre promise, Les âmes errantes, Cirque cosmique, Lune noire, Les vagabondes. La Terre promise est un petit puzzle de textes qui ont pour point commun la terre. Et cette terre a une importance capitale. Ça peut être la terre des morts, c'est la terre dans laquelle on enterre les morts. Le texte débute avec cette idée-là. La terre d'accueil, la terre d'humus, c'est-à-dire humaine, la terre que l'on peut toucher, et la terre spirituelle, cette fameuse terre promise. Alors, je vais peut-être lire un petit extrait sur la terre d'accueil attendue. C'est un extrait un petit peu sombre, mais c'est normal. Alors, à présent, assise sur le rebord du monde, je lève les yeux vers l'espace. Ils se tiennent dans ce vaisseau, les yeux hagards, poussés par le souffle du hasard. Ils ont quitté leur pays, leur patrie. Ils ont vu mourir leurs semblables. Ils veulent vivre. Ils ont dû fuir leur terre mortifère pour un univers inconnu. Ils se tiennent dans ce vaisseau, dans ce non-lieu, cet espace interdit où ils sont clandestins. Seules les étoiles les accueillent dans la vacuité de ce passage. On devine la souffrance, on devine la peur, on devine la respiration retenue. Ils gardent le silence pour se fondre dans celui du cosmos. Chaque être est fait de poussière et d'étoiles, porte en lui ce double héritage. Une mère berce son enfant contre son sein. Et seul ce sein entre ces 2 êtres flottant déjà dans les limbes respire la vie. Elle chantonne, et sa chanson traverse le cœur des hommes. Certains fredonnent avec elle ce chant dont on a perdu les paroles durant ces années de terreur folle. Et cette rumeur humaine les rend splendides, malgré leurs traits tirés, les sillons que le désespoir a creusés dans leur chair. À présent, l'un d'eux invoque son Dieu. Des voix s'unissent à sa prière, et quelques regards s'éclairent à cause de ce que l'on espère. Le chant pour l'enfant les a ramenés à l'essentiel, à l'espérance dans cet espace infini où ils sont si petits. Et c'est alors que le miracle surgit. Devant eux, ronde et voluptueuse, roule une planète dans le vide où ils naviguent depuis trop longtemps. Ils poussent une clameur de joie. Enfin, le vide a laissé la place à l'apparition charnelle de cette planète désirée, de cette terre promise. Ils vont vivre.
poser leurs pieds sur le sol, commencer une nouvelle existence, loin de la tyrannie, de l'oppression, de la famine, et de cette faim encore plus grande d'humanité inassouvie. Leur vaisseau se rapproche de la sphère vibrante. Alors, l'un d'eux, ébloui par cette vision, se jette hors de l'engin, enivré par l'espoir. Au contact du milieu interstellaire, son corps devient gaz, rayon cosmique, puis poussière. Les autres regardent, sidérés, celui que l'espoir a broyé. L'enfant blotti contre le sein de sa mère hurle, comme asphyxié par le pressentiment de sa mort. Elle a suspendu son chant, à présent muette, dans le désert de l'espace dans lequel rayonne cette planète tourneuse, miraculeuse. Cramponnés à leur fol espoir, les hommes tentent de se diriger vers elle. Ils pénètrent son atmosphère, pris d'un vertige fou. Une flamme danse dans leurs yeux mornes. Renaissance ou ultime étincelle de la mort. Ils ont brûlé le feu de leur vie, bravé tous les dangers et les désespoirs, tout perdu. Cette planète surgit de nulle part, est leur dernier espoir, vital, viscéral, presque animal. Ils désirent jusque dans leurs entrailles s'enfoncer dans sa profondeur. Les voici à présent dans ce corps à corps de leur matière proche de la fusion. Alors ils découvrent, émerveillés, l'or de la terre que soulève l'air en particules de lumière, l'écume des vagues qui fait frissonner la mer, le visage presque semblable de nouveaux frères. Ils caressent du bout de leurs doigts qui tremblent la proximité de ce rêve incarné. Soudain, des barbelés se dressent entre cette planète et leur vaisseau. Ils sentent se refermer ce piège insoupçonné à la frontière de leur désir abouti. Les hublots se fissurent. Leurs visages figés ne sont plus que fêlures. Leur chair meurtrie du passé se déchire dans l'enchevêtrement de ces grillages qui les séparent de la vie et d'eux-mêmes, les démembrent de leur part humaine. Ils ne crient pas. Leurs yeux contiennent en eux toute la force de leur souffrance, de leurs sentiments, toutes les étoiles, toutes les poussières, la vie, la mort, l'amour et la désespérance. Ces yeux oubliés, inoubliables, qui nous regardent encore, même quand les visages ont disparu, qui nous interpellent, nous interrogent. Ces yeux de naufragés qui refusent de se noyer dans l'enfer de nos consciences. Ils ne crient pas, ils n'ont plus de voix. Prisonniers de ces barbelés, ils sentent une vague brûlante les submerger. Asphyxiés, broyés, anéantis, ils partent à la dérive de l'infini et du rien. Il ne reste que la planète, auréolée d'or, qui tourne autour d'elle-même et ignore ses ténèbres. Il ne reste que le sein d'une mère qui palpite encore, vivant, déchiré d'amour, en quête de son enfant. Il reste ce chant lancinant, même quand il n'y a plus personne. Les gens ne me voient pas et on n'a pas la télé, mais tu peux leur dire ce que je fais, hein? Oui. C'est beau. Voilà, la poésie, c'est ça aussi. C'est dire ces vérités-là et essayer de trouver les mots justes pour toucher l'être humain, parce qu'on parle d'être humain. Et voilà, donc tu l'as dit dedans, je ne saurais pas le dire autrement. Tu l'as commencé quand, ce livre? Alors... il t'a fallu longtemps pour l'écrire? Moins que d'autres. Fulgurance m'avait pris 17 ans, en quelque sorte, puisque j'avais rassemblé mes textes de jeunesse de mes 17 à 30 ans, finalement, donc c'était un peu plus long. Celui-ci, beaucoup moins de temps. Tu l'as écrit avec 3 ans. Plus de facilité, peut-être?
Oui, et puis je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses qui ont mûri, et puis je pense aussi qu'à partir de Fulgurance, j'ai vraiment cru que je pouvais écrire et qu'il y avait des choses à dire, qu'il fallait que je me fasse confiance et que j'avance, et il faut aussi qu'on me fasse confiance, parce que c'est une histoire de partage, d'échange, et que un artiste peut créer, mais s'il n'y a pas un regard ou quelqu'un pour porter son œuvre va rester au fond des tiroirs. Donc il faut livrer son livre, le libérer. Donc c'est important. Je fais aussi un appel à l'aide des lecteurs et puis des libraires qui parfois, parce que notre nom n'est pas très connu, ont quelques craintes. Et c'est dommage, parce que je pense que cette confiance permettrait de découvrir beaucoup de belles choses et d'échanger, de créer. Oui, mais il y a un RPO et Poésique sur RPO pour ça. Je t'adore. Parce que rare, et alors je ne connais pas d'autres émissions qui laissent une si belle place à la poésie. Donc vraiment, merci à cette émission. C'est vrai. Merci Samy. Et merci Samy, merci vraiment. Alors je finis juste après, je te laisserai poser 1000 questions. Parce que je vais te poser la question de savoir, parce qu'on va revenir aussi sur tes écrits, parce que ça t'en fait quelques-uns maintenant quand même, Sophie. Avec celui-ci, oui. Ça te fait quelques livres déjà? Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, si on reprend la série de livres, donc il était plusieurs fois en 2005. Édition du Panthéon. J'ai encore quelques exemplaires. Alors, n'hésitez pas, N'hésitez pas, Fulgurance, donc mon petit livre bijou, édition La Nouvelle Pléiade, qui a été publié en 2013. Dédale en citadelle, d'après une œuvre de Bruno Loire, que l'on salue, en novembre 2015, qui est magnifique aussi. Conte de l'étoile, illustré par Tamara Bartsch, ma merveilleuse cousine, qui se lance dans l'illustration en décembre 2016, et qui a été traduit en anglais par Lucy London. Donc on a une version bilingue qui existe également de ce Conte de l'étoile, c'est super. Génial. Et voilà, quelqu'un qui nous a fait confiance pour notre beau projet. Et puis Apocalypse intime, qui n'attend que vous, et les livres à venir, bien sûr, parce que tout n'est pas fini. Oui, ça fait partie de tes projets à venir. Exactement, c'est important le à venir, parce que c'est jamais assez. Parce qu'effectivement, alors je finis juste, c'est vrai que ce livre Apocalypse intime se termine donc avec un récit, c'est Les Vagabondes, qui est un texte assez étrange, qui a été inspiré d'un rêve qu'a fait mon amie Sophie. Et donc j'ai repris ce rêve pour le début de l'histoire, et c'est un texte qui est porteur d'espoir. J'ai souhaité que ce soit le dernier récit, celui de l'espérance et de la vie à venir. Alors je ne t'en dis pas plus. Je vous encourage vraiment à lire ce livre qui a été créé avec amour, avec passion, avec sincérité. Oui. Ce livre qui me ressemble, parce que malgré la souffrance, la vie et l'amour rayonnent encore. Et c'est ce qui fait que nous sommes finalement, malgré notre humilité, si riches et si puissants de vie. En fait, c'est important. Alors pour le livre à venir, il s'intitule Le chant de la plume. Alors vous ne le dites pas, c'est un secret. Il a été merveilleusement illustré par Kitry Laborde, et il sera édité, je pense, pour la rentrée, si tout va bien, par les éditions des Petits Bérets, c'est une maison d'édition qui est dirigée par Caroline Perrault. C'est un beau projet qui associe deux plumes. Que l'on croise souvent sur les salons, du reste. Oui, tout à fait. Elle est sur les salons. C'est quelqu'un de très dynamique et très actif, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle développe toute une collection de magnifiques albums qui ont quelque chose de poétique. Elle ose faire ce choix. C'est un très beau choix, et forcément je ne peux qu'approuver, tout à fait. Bien sûr. Donc c'est un beau projet qui associe deux plumes, la plume de l'illustratrice, Kitry Laborde, et celui de l'auteur, Sophie Soleil, à travers un conte merveilleux. Mais c'est un conte merveilleux dans lequel avec lequel on a associé de la poésie, et puis des illustrations qui sont simplement divines et surréalistes. Et ces illustrations ont inspiré aussi mes poèmes, parce qu'en fait j'ai écrit un conte tout d'abord. Kitry Laborde a fait les illustrations, et de ces illustrations sont nés des poèmes que nous avons rajoutés. C'est un album qui s'adresse aux lecteurs de 7 à 77 ans. On peut
changer un petit peu la marge, puisqu'on sait que les lecteurs des Petits Bérets sont assurés de rester éternellement jeunes, et puis en plus l'espérance de vie rallonge, heureusement. Donc nous travaillons également assidûment sur un livret pédagogique pour le cycle 3 à partir de cet album. Donc cycle 3, c'est-à-dire pour les CM1, CM2 et élèves de 6e. Donc j'espère de tout cœur que cet album sera lu d'abord pour le plaisir de tous et étudié dans les écoles et collèges aussi avec plaisir, c'est extrêmement important. Et toi, Samy, il me semble que tu as aussi écrit beaucoup de choses, je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Mais attends, c'est ton émission là, Sophie. Oui, mais on partage. Ah, si tu veux. Oui, moi j'ai écrit pas mal, oui. Mais là, je suis en stand-by un peu, quoique j'ai un roman en cours de route aussi. Ah, je savais que tu étais très créative. Oui, il s'intitule, tu veux le savoir ? Oui. Il s'intitule Douce romance. Oh, joli, puis j'aime bien le son en anse. Ce sont des mots qui dansent. Ouais, Ce sera un roman ? C'est un roman. Oui. Ouais. Un roman dans le style de ce que j'aime faire, c'est-à-dire poétique. Poétique, un peu autobiographique ? Il y a beaucoup d'amour. Non, pas du tout. D'accord. Mais c'est d'après une histoire vécue quand même. Donc il est en cours de route, il va bientôt naître, je l'espère, si on me laisse un peu de temps. Oui. Voilà. Parce que oui. le temps, il dure quoi ? Oh, oui. On ne le compte plus. Le temps, il faut le prendre, parce que si on ne le prend pas, c'est lui qui nous prend. C'est beau. C'est beau, c'est vrai qu'on est bien quand même toutes les deux au pays de la poésie. Hein. C'est bon ces petits moments, effectivement. Puisque... Tu m'avais manqué quand même, Sophie, vraiment. Mais moi aussi, mais moi je m'en étais rendu compte, je n'ai même pas rajouté le quand même. Ah, c'est adorable dans cette émission, on peut se dire tout et rien. Et rien également. Mais tu as amené des poésies que tu aimerais qu'on lise. Je propose, mais est-ce que toi tu en as aussi à lire ? C'est ton émission, hein. Non, j'ai rien sur moi. Ah, j'aurais aimé qu'on partage ce petit moment. Tu te rappelles, il fut un temps où nous faisions des échanges de lecture. Oui, absolument. Ah, bah alors, il faudra recommencer. Mais alors. T'as pas pensé à en amener toi des textes ? J'ai quelques textes. Mais voilà, justement un petit texte que j'avais écrit pour Maloïse avant sa naissance. Voilà. Qui est tout simple, c'est sans prétention, qui s'intitule Prendre le temps. Puisqu'on parle de prendre le temps, je pense quand même que c'est approprié. Tu vois, je savais qu'on allait y arriver. Oui. À prendre le temps. Prendre le temps. Prendre le temps comme tu prends ton espace. Partager nos chairs et rester des mystères. Je veux prendre le temps de te sentir vivre en moi. Je n'ai pas vu passer ces mois. Je ne sais pas encore qui sera mon enfant. Pour l'instant, je me sens remplie de ta présence, mêlée de cette part d'absence, qui fait de toi cette autre, si proche et différente, ce petit bout d'âme tombé du ciel. Parce qu'un jour, mon cœur s'est uni à celui d'un homme qui devait ouvrir l'amour à l'amour et la vie à la vie et le chemin à ce chemin où chacun rencontrera son destin et tiendra dans ses bras ce qu'il est, a été et sera. Voilà, c'était un petit poème quand je n'avais pas envie que mon petit bout d'amour sorte de moi. Parce que c'est aussi un moment merveilleux. Ouais, c'est un moment merveilleux. Oui. Et qu'il faut vivre pleinement. Absolument. Et là aussi, c'est une part de deuil quand la séparation a lieu, mais elle permet justement cette vie. Donc ça rejoint ce que je disais par rapport au livre. Parfois, il faut accepter le deuil de certaines choses pour renaître vers d'autres choses et pour donner naissance également. Moi, il y a des vers que je voudrais lire dans cette part de ton livre qui s'appelle Chrysalide. Oui. Tu permets ? Ah oui, avec plaisir. Je le redécouvrirai à travers toi. Ramper dans l'humilité, tisser la soie des chagrins, et un matin de soleil, ouvrir ses ailes à l'éveil. Tout à fait. C'est justement cette image de
de la reconstruction, mais il faut accepter l'humilité, se ramper avec humilité, pour avoir un jour la possibilité de prendre un envol véritable. C'est pour ça que j'avais... Alors c'est dans le texte Derrière la porte un papillon, je pense, et qui a inspiré le titre de cette partie Chrysalide. Chrysalide sur le thème de la reconstruction. Et là, tu vois, j'ouvre une page et je retombe, tu parles d'elle à nouveau. Je dois être un papillon. Les deux femmes ressentent le besoin de se défaire de leur peignoir, devenu soudain inutile. Je me sens pousser des ailes, dit l'une. Crois-tu que nous soyons de ce monde ou de l'autre ? Demande la seconde. Pourquoi les séparer ? Et là, il ne faut qu'un silence, parce que la question vous est posée. C'est important. Et nous avons beaucoup de références, soit aux papillons, soit aux ailes, soit à la spiritualité. Et c'est pourquoi j'ai choisi d'avoir une couverture avec des papillons, ces mains qui libèrent des papillons, tout en mettant ce cycle lunaire. Pourquoi ? Parce que dans ce livre, il y a un texte intitulé Lune noire qui fait référence en fait au cycle de la vie avec la réincarnation, les cycles lunaires, les 4 éléments. Et en fait, l'accomplissement de l'être humain, de l'âme humaine, se fait de la même manière qu'on a cet accomplissement de la nature qui est total, qui englobe le tout. Donc cette jolie illustration qui est faite par Michel Paris, que je remercie beaucoup, elle est toute belle, pleine de sensibilité, d'intelligence. Et tu vois, regarde, il n'y a rien à faire. À nouveau, je tombe sur un bout de texte qui dit « Même si la chute et la brisure menacent à chaque instant ce ciel et cette vie, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Lentement, elle devient elle. » Et oui, avec le double sens, elle devient elle-même et elle devient elle qui s'envole. C'est ça, c'est tout. C'est justement toute la problématique qui est posée. Et justement, en parlant de celle qui devient elle, j'avais écrit un poème intitulé Pénélope, qui devient elle aussi. Ah, Pénélope, excuse-moi de casser un peu ton rêve, là. Ça me fait penser à bien casser mes rêves. Ça me fait penser à quelqu'un, mais quelqu'un qui fut dans la politique. Mais là, c'est une Pénélope poétique, pas politique. Voilà, celle-là, c'était une Pénélope, mais malheureusement femme d'un politique. Si tu vois à qui je fais référence. Je vois. Excuse-moi, Sophie. Mais non, mais on est là pour tout dire, on a dit. Bon, c'est bien. Merci. Pénélope. Pénélope, lentement, tisse sa toile. Ses doigts de rose caressent le voile. Tandis qu'Ulysse a mis les voiles, Pénélope regarde la nuit, les étoiles. Elle défait son ouvrage dans le silence, celle que l'on croit fidèle à l'absence. Elle cherche le canevas de l'histoire. Pénélope n'a jamais cessé d'y croire. Elle prétend qu'elle travaille pour un mort, mais elle sait que c'est juste une eau qui dort. Ulysse a connu bien des tempêtes en mer. Pénélope aussi rêve de vivre libre au grand air. Elle a tissé beaucoup de lumière et d'amour. Pénélope qui a brodé de tendresse les jours. Il faut beaucoup de solitude pour comprendre cette complétude. Elle sait qu'Ulysse risque les naufrages, que les sirènes ne sont que mirages. Oh, le charme mortel de l'interdit. Il répand un désir fou et non pas la vie. Chaque être doit affronter ses démons, les monstres, les caprices des dieux sur leur mont, et l'œil du cyclope qui vous regarde comme la mort, ou encore Circé qui vous transforme et jette des sorts. Un jour, Pénélope pose son patient ouvrage. Elle se met à courir vers le rivage. Elle aime son époux d'un cœur fidèle, mais elle se rappelle qu'elle a des ailes. Et, comme Icare, s'approche du soleil, le cœur en apesanteur.
Pénélope prend le large et le ciel. Elle coupe les fils qui la retiennent. Elle n'aime que les choses qui adviennent. Pénélope, l'épouse fidèle qui tisse l'auréole de lumière d'Ulysse. Elle ose son odyssée, délaissant la toile inachevée des destinées, préférant la vie et sa liberté. Pour une fois, Pénélope est libre. Ça, c'est important. Oui, parce que l'autre, la pauvre... Hein. Oui, sinon c'était pas très amusant. Lui, ça a mis quand même 20 ans à revenir. Oui, le pauvre. Malheureux. Dis-moi, Samy. Attends. Oui. Il y a quand même une petite phrase que je veux... Mais tu vas peut-être la découvrir et nous expliquer d'où elle sort. C'est la page 100 de ton livre. Apocalypse intime. On peut le trouver où, en fait? Oh oui, tu fais bien de me le dire. Alors, il est actuellement en vente chez Tonnet, à Pau, au Centre culturel Leclerc, à la librairie L'Escampette et l'Escapade également à Oloron, qui a plusieurs exemplaires. D'accord. Et voilà. Et on le trouve aussi sur Amazon en vente. Voilà. Et j'espère aussi faire prochainement une dédicace sur Sarlat. Je croise les doigts. Tout devrait pouvoir se faire bientôt. Très bien. Mais tu m'enverras un petit mot. Oui, oh oui. Et on l'annoncera. Et oui, donc je disais, il y a une petite phrase que j'adore là. J'y vais. Alors, le soleil éclaira tout, et l'infini bleu du ciel se déversa dans son cœur comme une eau pure. Vraiment, c'est beau, ça, Sophie. C'est beau. C'est beau parce que tu le dis. Et parce avec que poésie. Mais oui, mais attends. Oui, parce qu'effectivement, là, c'est un poème sur l'ombre, hein, sur la souffrance, et cette souffrance trouve un terme. Hein. Le jour se lève après la nuit, le jour revient, et donc le soleil redonne toute la joie et toute la lumière nécessaire à nos vies. Ouais. Et puis, comme une eau pure, parce que finalement, peut-être que nos souffrances nous lavent de beaucoup de choses une fois qu'on les a transcendées. Bien sûr. Bien sûr. C'est beau d'être poète. Oh là là. Mais justement, parlant de poésie, tu as parlé donc d'un projet. Je sais que tu as participé à un événement poétique pour le Printemps des Poètes, il me semble. Oui, j'étais à Épicène, chez notre ami Léandre Harib. Oui, théâtre Épicène, donc qu'on ne présente plus du reste. Et pour un fameux spectacle, hein, avec les dames de chœur, des choristes quand même au nombre de 30. Et les jeunes guitaristes de l'école de musique de Bizanos, oui, dirigés par Valérie Chabanel, hein, donc de femmes extraordinaires également, de belles artistes. Et donc nous avons partagé une soirée magnifique. Nous étions quand même 50 sur scène, quoi. C'est magnifique. Et autant dans la salle. Un peu plus dans la salle. Un peu plus dans la salle pour nous écouter. Donc ma poésie et moi, et puis ces dames. Et ces jeunes gens pour nous accompagner également. C'est une fabuleuse soirée, en effet. J'ai été heureuse. Oui, j'imagine. Oui, c'est un magnifique événement et c'est une preuve que la poésie est vivante. Hein. Elle est parmi nous. Absolument. Et elle peut se retrouver. Et merci de la répandre, de la partager. Ça, c'est important. Hein. Tu veux à tout prix me faire parler, me casser la voix, hein? Casser la voix. Oui, mais tu es courageuse d'être venue malgré les circonstances un petit peu difficiles.